L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. C'est le vent du changement qui souffle sur le Burkina Faso, à peine installé à la tête du pays, que le président Michel Kafando annonce une enquête pour identifier le corps de Thomas Sankara assassiné en 1987. Un soulagement pour les proches de l'ancien président. Ouverture ce samedi à Bamako du 3e congrès ordinaire de l'Union pour la République et la démocratie URD. Une occasion mise à profit pour interpeller le gouvernement sur les questions de l'heure. Et enfin, tournée africaine du Premier ministre français Manuel Valls est arrivée ce samedi au Tchad, où il a été reçu par le président Idriss Déby Itno au cœur de discussions des questions sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme. Voilà pour le sommaire et bienvenue si vous nous rejoignez sur Africable Télévision au Burkina Faso alors que la composition du nouveau gouvernement est attendue. C'est à la surprise générale que le président de la transition Michel Kafando a annoncé hier vendredi l'expertise de la supposée tombe du capitaine Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé assassiné le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État qui a porté au pouvoir Blaise Compaoré. Le drapeau burkinabé passe des mains d'un militaire à celle d'un civil. Michel Kafando vient d'être nommé président par intérim. Le message du peuple est clair et nous l'avons entendu. Plus jamais d'injustice, plus jamais de gabegie, plus jamais de corruption. Tout nous conduit donc à prendre nos responsabilités pour répondre à cet appel. À peine investi, Michel Kafando annonce la reprise de l'enquête sur la mort du président Thomas Sankara, tué en 1987 avant l'accession au pouvoir de Blaise Compaoré. Après 27 années de présidence, ce dernier provoque la colère des Burkinabés il y a 3 semaines, en voulant modifier la constitution et se représenter. Des manifestations dans tout le pays l'obligent à démissionner et c'est le lieutenant-colonel Isaac Zida qui assure l'intérim. Sous la pression internationale, le militaire accepte d'instaurer une transition civile. Des élections doivent être organisées en novembre 2015. Mais l'armée garde la main mise sur la transition. Malgré la nomination de Michel Kafando, le lieutenant-colonel Zida devient Premier ministre et de nombreux militaires sont pressentis pour faire partie du gouvernement intérimaire. Autre titre de ce journal ouverture, c'est samedi à Bamako, Mali, du 3e congrès ordinaire de l'Union pour la République et la démocratie, mise à profit par les congressistes pour interpeller le gouvernement. Aminata Mariko Moussabari pour le compte-rendu. Au cœur de l'opposition malienne, l'Union pour la République et la démocratie, deuxième force politique au Mali, a tenu sa 3e rencontre statutaire sous le signe de la clarification, la concorde et le renforcement des acquis, conformément à l'article 48 des statuts. Occasion pour la formation de jeter un regard sur son parcours, d'analyser la situation actuelle du paysage sociopolitique et de plancher sur de nouvelles perspectives. L'URD, depuis sa création, a toujours tenu ses assises dans les délais impartis par ses textes fondateurs. L'Union pour la République et la démocratie a dénoncé très tôt toutes les tentatives de division de notre pays. Elle a clamé haut et fort son attachement à la République, à l'intégrité du territoire national et à la laïcité de l'État. Après un film documentaire retraçant le bilan du parti, le parrain de l'URD, Ismaïla Cissé, a salué les activités menées par l'URD et a rendu un hommage aux hommes et femmes qui animent le parti. Et fidèle à ses principes refutant la violence et toute forme d'accès au pouvoir autre que les urnes, l'URD s'est dressé contre les putschistes usurpateurs et leurs alliés politiques, dont la plupart se délectent dans un confort qu'ils n'auraient jamais connu sans la lutte héroïque de notre parti et de ses amis. Des congressistes, militantes et militants de l'IRD, je voudrais vous exprimer toute la fierté que j'éprouve pour chacun de vous. Il en a profité pour mettre l'accent sur les mots de l'actualité. Le Mali semble en agonie.
asphyxié par l'inertie gouvernementale, la valse hésitation entre action médiatique ministérielle et réaction de survie par l'absence de vision diplomatique et la chasse aux privilèges. Le Mali devait être réparé d'urgence. Les responsables se disent décidés à s'assumer au sein de l'opposition, à résister aux tentations de transhumance politique et préparer activement d'ores et déjà les futures échéances. Pour cela, le parrain a lancé un appel solennel aux militants à persévérer dans la lutte pour le changement. Les invectives d'individus aux sombres desseins, la propagande populiste d'hommes politiques qui ne trouvent leur salut que dans la délation, ne doivent pas vous dévier de votre combat. Les partis amis ont accordé leur voix pour féliciter les responsables du parti tout en les encourageant dans leur dévouement. Merci à tous le salut fraternel et républicain du parrainat. L'histoire récente de notre pays a permis de constater que pour vous de l'URD, la République n'est pas une vue de l'esprit, que la Constitution n'est pas un chiffon de papier qu'on peut utiliser à sa guise. C'est en raison de notre croyance à ces principes et à ces valeurs, et convaincu que c'est seulement ensemble que nous pourrons réussir. C'est ensemble que nous devons réussir, que nous félicitons et encourageons votre parti qui partage les mêmes valeurs que nous à la persévérance. Le président sortant qui a reçu le Chiwara s'est dit honoré et a dédié la distinction à l'ensemble des militants. Désormais membre de l'URD, Ibrahima Ndiaye, nouvellement arrivé, a reçu son écharpe à l'effigie de la poignée de main. De tout ce qui précède, mon choix s'est porté sur l'URD. Il n'est pas fait contre un parti, il est fait pour rester cohérent et défendre les mêmes principes et les mêmes valeurs qui nous ont amenés à nous retrouver en 1990. Ce congrès statutaire permettra au parti de plancher sur le rapport d'activité de 2008 à nos jours, la relecture des textes pour les adapter à l'évolution de la situation actuelle, ainsi qu'au renouvellement du bureau exécutif national. Retour sur cette visite du travail et d'amitié du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. C'était hier à Niamey au Niger avec son homologue nigérien Mahamadou Issoufou. Ils ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale entre leurs pays, notamment dans le domaine de sécurité. Sarki Aboubakar, Aruna Adamou avec notre bureau sur place. C'est en grande pompe que le président Ibrahim Boubacar Keïta du Mali a été reçu par son homologue nigérien. Un tête-à-tête, puis une séance de travail au cours de laquelle les questions bilatérales, notamment sécuritaire et de coopération économique, ont été évoquées. Mon frère, ami et camarade de longue date, le président Mahamadou Issoufou, toute mon amitié, toute la reconnaissance et la fraternité du peuple malien pour cette solidarité qui ne nous a jamais fait défaut. Et voir ensemble également les pistes de confort de cette solidarité et de coopération que nous souhaitons et espérons et dont nous sommes sûrs qu'elle sera toujours à l'avantage de nos peuples, du Niger et du Mali. Voilà le sens de ma présence ici aujourd'hui. De l'engagement, c'est ce qu'il faut surtout retenir. Les deux pays veulent davantage renforcer et promouvoir leur partenariat, et ce, dans tous les secteurs, pour un développement harmonieux des populations. Nous continuerons donc ce combat contre les forces de régression. Nous continuerons ce combat contre les forces qui cherchent le repli identitaire. Eh bien, nous avons fait le choix de nous unir. Nous avons fait le choix de ne pas périr. Donc nous ferons tout pour réaliser l'unité de nos peuples et de nos territoires à l'intérieur de chaque pays. Et au-delà, nous ferons tout pour réaliser l'unité de l'ensemble du continent. La question de la maladie à virus Ebola s'est également invitée lors des échanges. Les deux pays ont convenu de mutualiser leurs efforts et leurs moyens pour combattre la maladie et renforcer les mesures préventives.
Autre visite, celle du Premier ministre français Manuel Valls est arrivée donc ce samedi à N'Djamena au Tchad où il a rencontré le président Idriss Déby Itno avant de se rendre sur la base militaire. C'est là que sont basés 1300 soldats français engagés dans l'opération Barkhane et la lutte contre les djihadistes. Je vous propose d'écouter le Premier ministre français. Les défis sécuritaires auxquels nous sommes confrontés sont immenses. Nous devons mener inlassablement cette guerre contre le djihadisme, contre le terrorisme, contre cette nouvelle barbarie qui recrute en brigade sur notre propre territoire. C'est une guerre globale, un défi lancé à notre époque, à nos valeurs, et nous avons le devoir impérieux de le relever, de ne pas céder. Au Kenya, des islamistes somaliens Chebab ont exécuté 28 passagers d'un bus qui circulait dans le nord-est du pays. Une opération de vengeance après la fermeture par les autorités kenyanes des mosquées radicales. Écoutons la réaction de la police kenyane. Selon les tout premiers rapports établis sur place, les personnes exécutées étaient originaires du nord du pays. La plupart étaient chrétiennes. Les autres n'ont pas été attaquées. Les assaillants, qui étaient lourdement armés, ont fui vers la frontière somalienne. J'ai lancé une vaste opération avec les forces de sécurité destinée à retrouver et arrêter ces assaillants. En Tunisie, les derniers préparatifs avant la présidentielle de demain, donc près de 5 millions d'électeurs sont attendus donc aux urnes. Un mois après les législatives, une vingtaine de candidats sont en lice. Un mot de l'immigration. Depuis quelques années, les migrants clandestins sont de plus en plus nombreux au Maroc. La plupart originaires d'Afrique subsaharienne. Officiellement, ils seraient 30 000 face à l'Europe qui ferme ses frontières. Le Maroc devient du coup un pays d'accueil à l'exemple de ces Africains qui tentent tant bien que mal de réussir leur vie dans le royaume. Mokhtar est arrivé il y a 9 ans au Maroc. Il n'a été régularisé que l'année dernière, après des années d'attente et d'illégalité. Et dans ce quartier populaire de Rabat, il a pu ouvrir une petite boutique de réparation d'appareils ménagers. Une activité qui lui permet de petit à petit s'intégrer dans la société marocaine. Ça fait 4 mois que j'ai mon local. Bon, je peux dire que pour le moment, c'est acceptable puisque au moins j'arrive à payer le local et je paye ma maison. Et même si je n'ai pas d'économie, je me dis bon, c'est le début. Avec le temps, les gens ils vont me connaître mieux. Le Maroc ne devrait être qu'une étape pour ces migrants qui visent l'Europe. Mais face au durcissement des règles migratoires, il devient de plus en plus une terre d'accueil. 30 000 migrants se trouveraient aujourd'hui sur son sol. Et face aux critiques des ONG sur le traitement des réfugiés, les autorités marocaines ont lancé cette année un vaste plan de régularisation. Qu'un pays du Sud entame cette opération, pour moi déjà c'est un motif de satisfaction. Alors maintenant c'est que le début, parce que c'est pas parce qu'on a des papiers que le processus d'insertion dans une société est réglé d'un coup de baguette magique. Serge Gnako est arrivé il y a 5 ans. Cet universitaire ivoirien, père d'un bébé d'1 mois, vit aujourd'hui en donnant des cours de français. Et pour lui, la situation a changé depuis ses premiers pas dans le royaume. Au départ, c'était difficile pour un migrant d'aller se faire soigner. C'était très difficile. C'était difficile aussi pour les enfants des migrants de s'inscrire dans des écoles. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un changement. L'obtention de la carte de séjour ne signifie pourtant pas que l'intégration sera facile, ni que ces réfugiés abandonneront toute idée de rejoindre l'Europe. Dans un pays où l'économie tourne au ralenti et où le chômage des jeunes frôle les 30%. Cette information alarmante qui nous vient de Madagascar, l'Organisation mondiale de la santé annonce que la peste a fait sa réapparition sur la grande île, une bactérie qui provoque des graves pneumonies chez l'homme. L'OMS comptabilise 119 cas et déjà 40 morts. Pour l'instant, l'OMS ne recommande pas de restrictions au voyage et au commerce à Madagascar. Retour au Mali qui a célébré hier vendredi la journée de l'industrialisation de l'Afrique. 2 jours durant, décideurs acteurs de développement industriel vont mener des réflexions sur les progrès réalisés et ce qui reste à faire. En attendant, la journée a été marquée par des expositions ventes. Daouda Kamati.
Il ne peut y avoir un développement harmonieux sans une industrialisation forte. C'est en substance ce que l'on peut retenir de la journée de l'industrialisation de l'Afrique. Au Mali, 2 jours vont permettre à l'État ainsi qu'aux opérateurs économiques et financiers d'échanger autour des questions relatives aux sources de financement alternatifs en vue d'accroître substantiellement le niveau d'industrialisation du pays, qui se trouve malheureusement à une place peu honorable avec 4% contre 11% comme norme dans l'espace UEMOA. Confronté à la fois à des défis structurels et conjoncturels, l'industrialisation reste le seul gage pour le gouvernement de créer des emplois de masse et amoindrir de peu la pauvreté, surtout que le potentiel dans le domaine de l'agriculture ne manque pas. On célèbre l'industrie malienne, on célèbre les potentialités que notre industrie a pour développer nos produits, mais également pour faire d'autres types d'industries, comme vous avez pu le voir, d'autres types d'industries qui ne sont pas forcément agroalimentaires. Cette journée-là, c'est également le moment de s'asseoir, que toutes les parties s'asseyent et discutent des problématiques, mais également des pistes de solutions, des ambitions des industriels et de tout ce que l'État peut apporter également en termes d'appui, en termes d'assistance aussi. Au cours de cette cérémonie, plusieurs thèmes ont été débattus à travers des panels, notamment le financement alternatif de nos industries, cadre de la bourse des valeurs immobilières de l'UEMOA, le développement industriel inclusif et durable, l'agro-industrie africaine pour la sécurité alimentaire et le rôle de la commande publique dans le développement industriel. Vous avez le défi, je dirais, de l'accès au crédit, le défi technologique, le défi de la sécurisation des sources d'approvisionnement. Vous avez le défi sans doute réglementaire de la protection. Vous avez d'autres défis en termes de l'énergie, de la disponibilité de la main-d'œuvre. Tous ces défis, il y a certains quand même qui sont arrivés à les gérer et à réussir. Je pense que nous devons mettre en avant des réussites industrielles. Ceux qui ont eu des difficultés à les gérer, là où cela est nécessaire, nous devons les soutenir et les accompagner. Ainsi, plusieurs entreprises de la place ont saisi l'opportunité pour venir exposer leur savoir-faire dans divers domaines, comme par exemple cet opérateur qui s'est spécialisé dans la fabrication des cuves, matelas et accessoires de tout genre pour la maison. Nous avons jugé nécessaire d'étaler tout notre savoir-faire à travers la présentation de nos produits, à commencer par les matelas, les salons marocains, les salons européens, le tout nouveau-né de Fofi que nous appelons le matelas Koto. C'est un matelas conçu avec de la mousse haute densité qui maintient les parties du corps intactes et favorise la circulation du sang. À travers une visite des stands, le Premier ministre a pu s'enquérir du potentiel et de la capacité des industries maliennes. Voilà, vous l'aurez compris, c'est donc aujourd'hui que le Mali, à l'instar d'autres pays africains, a célébré la journée de l'industrialisation de l'Afrique. Et c'est communiqué avant de refermer ce journal, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et le président directeur général de la TNT South Africa portent à la connaissance de tous ceux qui ont déposé leur candidature pour la formation des agents installateurs de la télévision numérique terrestre par satellite pour les districts de Bamako et les régions de Kaï, Koulikoro et Ségou, que la liste des retenus est affichée au lieu suivant ANPE, APEJ et les points focaux ANPE dans les cercles. La formation commence pour les retenus. Pour ceux retenus pour les districts de Bamako, c'est lundi 24 novembre à partir de 9h au centre de perfectionnement et de la reconversion 6 derrière l'immeuble de l'ancienne primature à Bamako. Tous les candidats qui ne répondront pas présents à la date de leur convocation seront purement et simplement remplacés. C'est la fin de ce journal, donc merci à vous de l'avoir suivi. La suite des programmes tout à l'heure, votre bulletin en anglais News of the Week à 20h30, émission Impossible 5, saison 5 et à 22h15 Saloni. Passez d'excellents moments à notre compagnie. N'oubliez pas demain le débat du dimanche à 19h avec Sekou Tangara. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.